Être l'ennemi de l'Amérique est très dangereux, mais être son ami l'est encore plus. Cela a été confirmé une nouvelle fois. Parce qu'en réalité, l'administration Biden a mené les Ukrainiens en bateau. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais, jamais été prêts à tenir. Trump n'a pas cette mentalité. Pour Trump, la guerre en Ukraine était une grande erreur stratégique. Cette guerre coûteuse était vouée à l'échec dès le début. Comme au Vietnam, en Afghanistan, en Irak et maintenant en Ukraine, elle allait inévitablement se solder par une nouvelle défaite américaine. C'était une distraction majeure par rapport à sa priorité principale, une guerre avec la Chine. Voici Yanis Varoufakis. Il est l'un des économistes les plus francs au monde, l'ancien ministre des Finances de la Grèce et une figure clé dans la lutte de l'Europe contre l'austérité. Yanis Varoufakis est connu pour sa pensée originale et ses solutions de bon sens face aux luttes géopolitiques auxquelles notre monde est actuellement confronté. Le professeur Yanis Varoufakis est un membre fondateur du mouvement Démocratie en Europe 2025 et l'auteur de plusieurs livres, dont Techno-féodalisme, un ouvrage révolutionnaire dans lequel il soutient que l'économie moderne est de plus en plus contrôlée par une poignée de géants de la technologie, remodelant la société d'une manière qui rappelle le féodalisme. Dans cet entretien, Yanis Varoufakis et moi discutons du rôle de l'Europe dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors que les tensions montent, les dirigeants européens se retrouvent mis à l'écart, sans voix claire dans les négociations entre les États-Unis et la Russie. Nous allons discuter du manque de leadership de l'Europe qui la pousse à agir comme un vassal des États-Unis et comment les tarifs de Donald Trump pourraient inciter l'Europe à se rapprocher de la Chine. Plus tard dans notre entretien, nous nous focalisons sur la Chine et abordons les récentes avancées en intelligence artificielle qui transforment le monde à une vitesse inimaginable. Pour finir, nous discutons de l'avenir des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et des changements importants dans l'ordre mondial et les alliances commerciales. L'entretien d'aujourd'hui a été l'une des meilleures conversations géopolitiques que j'ai jamais eues, mais assurez-vous de regarder jusqu'à la fin car le professeur Varoufakis lance un appel à l'action incroyable à chaque citoyen du monde. Pour les meilleures analyses géopolitiques en 2025, cette vidéo est pour vous. Commençons. Eh bien, tout le monde, j'ai l'immense honneur d'accueillir dans le studio le professeur Yanis Varoufakis. Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Absolument. Professeur, je voudrais commencer par discuter de la situation actuelle de l'Europe, car nous avons assisté à des développements très intéressants au cours de la semaine dernière. Nous venons tout juste d'avoir cette conférence sur la sécurité de Munich. Il y a tellement d'histoires en cours. Quel est votre avis sur le conflit russo-ukrainien? Pensez-vous que Trump pourrait y mettre fin efficacement dans les semaines ou mois à venir ou à un moment en 2025? L'Ukraine. L'Ukraine a perdu la guerre face à la Russie de Poutine. Le pays est épuisé malgré la non-victoire russe. Le moral de son peuple est en dessous de zéro. Il y a des désertions quotidiennes dans l'armée ukrainienne. Ils se sont battus magnifiquement, et vous savez, tout le mérite leur revient d'avoir stoppé la poussée initiale de l'armée russe. Mais 3 ans après, c'est terminé. Même Zelensky le comprend, et Biden le savait. La maxime de Kissinger selon laquelle il est très dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais encore plus dangereux d'être son ami, a une fois de plus été confirmée. Car en réalité, l'administration Biden a mené les Ukrainiens en bateau. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais, jamais été prêts à tenir. Ils n'allaient donc jamais les intégrer, et ni les laisser entrer dans l'OTAN. C'était simplement dans l'intérêt de l'expansion de l'hégémonie américaine. Je me souviens d'un ancien chef d'état-major de l'OTAN, un général américain, il y a de nombreuses années, en 2011. Je lui ai demandé « Pourquoi ? Pourquoi avons-nous encore l'OTAN ? À quoi ça sert ?» Il a répondu « Oh, ça ne sert à rien pour vous, les Européens, mais nous en avons besoin. » Et j'ai dit « Bob, comment il s'appelait déjà ? Pourquoi en avez-vous besoin ?» Et il a répondu « Pour 3 raisons. Pour tenir la Russie à l'écart, pour maintenir l'Allemagne sous contrôle et pour que nous restions impliqués. » Waouh! Donc voilà. Et je pense qu'il avait complètement raison. Mais vous savez, Trump n'a pas cette mentalité. Pour Trump, la guerre en Ukraine était une grosse erreur stratégique. La guerre était très coûteuse et impossible à gagner. Cela allait toujours mener à une nouvelle défaite américaine, comme au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, maintenant en Ukraine, et à l'humiliation. C'était une distraction majeure par rapport à sa priorité première, une guerre froide, espérons-le, avec la Chine. Mais il pense qu'il n'y a qu'un seul enjeu sur la planète, et c'est le confinement de la Chine. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire, bon sang? Nous gaspillons nos ressources, et perdons beaucoup de soft power dans le monde entier avec une guerre en Ukraine, qui, en fin de compte, pousse la Russie dans les bras de Pékin. Kissinger et Nixon ont fait tout leur possible pour maintenir ces 2 forces séparées. Et maintenant
Biden a poussé l'Ukraine dans les bras de Pékin. C'est ainsi qu'il réfléchit. Je pense qu'il a tort, et que c'est extrêmement dangereux. Vouloir contenir la Chine représente un danger immédiat pour l'humanité. La Chine est une puissance régionale, pas impérialiste, qui cherche à contrôler sa région. La Chine n'a aucun intérêt à construire une base chinoise à Tijuana en face de San Diego ou à patrouiller la côte entre San Francisco et Los Angeles. Ils veulent simplement faire des affaires avec tout le monde. Et essayer de contenir la Chine de cette manière, en risquant un affrontement thermonucléaire, est extrêmement toxique de la part de Trump. Mais j'espère qu'il mettra rapidement fin à ce massacre inutile en Ukraine. Et je pense qu'il a raison de le faire simplement en parlant à Poutine, parce que les Européens sont inexistants. Qui va-t-il emmener avec lui depuis l'Europe? Von der Leyen? Personne ne l'a élue. Elle n'a absolument aucune légitimité. Un maire de petite ville en France a plus de légitimité que la présidente de la Commission européenne. Le pays n'a pas de gouvernement. Macron est un président en sursis. Le nouveau gouvernement qui émergera des élections fédérales en Allemagne ce week-end mettra des mois à se former. Ce sera encore une coalition absurde, juste pour écarter cette idée. Et même s'ils avaient un gouvernement, les Lituaniens et les Polonais mettraient leur veto à tout ce que les Allemands diraient, et s'attendraient à ce que les Allemands pèdent pour un résultat sur lequel ils n'auraient pas leur mot à dire. En tant que Trump, j'exclurais aussi les Européens, et me concentrerais sur l'essentiel. Obtenir un cessez-le-feu pour geler le conflit. Si nous pouvons sauver quelques milliers de personnes de la mort demain matin, nous avons le devoir moral de le faire, car leur mort serait totalement inutile. Pendant longtemps, l'Europe a été très proche des États-Unis en raison de la garantie de sécurité qu'ils offraient. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont constamment assuré la sécurité de l'Europe. La présence de l'armée américaine était une grande bénédiction pour la sécurité. Pensez-vous que cela changera bientôt? Croyez-vous que dans les 4 prochaines années, Donald Trump s'en éloignera complètement? Certains articles disent que l'Europe doit s'y préparer, car Trump est tellement imprévisible qu'on ignore ce qu'il fera. Voyez-vous un éloignement de cela pour l'Europe à l'avenir? Quand les gens disent qu'ils pensent que Trump était très imprévisible et qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il va faire, c'est qu'ils n'ont pas été attentifs. Trump fait ce qu'il nous dit qu'il va faire depuis des années maintenant. Pourquoi sont-ils surpris? Il a dit qu'il allait imposer des tarifs douaniers. Il a imposé des tarifs douaniers. Il a dit que l'OTAN ne sert à rien et qu'il ne va pas payer pour la sécurité européenne. Il déstabilise les autres Européens. Pourquoi est-il si changeant? Vous n'en croirez peut-être pas vos oreilles, parce que vous êtes simplement dans le déni. Mais ce n'est pas la faute de Trump. Je ne veux pas soutenir Trump ici, mais ce que je dis, c'est que ce type est totalement fiable. Il fait ce qu'il a promis. Et quand il n'a pas fait ce qu'il prévoyait de faire sous Trump première version, c'est parce que le Congrès ne le lui a pas permis, et parce qu'il n'était pas bien préparé lors de son premier mandat. Mais permettez-moi d'avoir une vision très différente de la raison pour laquelle l'Europe est tellement attachée à ce qu'on appelle le parapluie de sécurité des États-Unis. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de l'armée américaine pour nous défendre des Russes, peut-être sous l'Union soviétique, mais n'allons pas si loin dans le passé. Mais depuis 1991, l'Europe n'a aucun ennemi capable d'envahir réellement l'Europe, avec un minimum de crédibilité et de puissance militaire. Poutine a essayé de créer dans cette capacité militaire, mais on voit que même lorsqu'il a déclenché une guerre totale contre l'Ukraine, il peine à prendre quelques villages dans les plaines boueuses d'Ukraine. Et, vous savez, des milliers et des milliers de Russes sont sacrifiés pour gagner quelques mètres chaque semaine environ. Il n'y a aucun moyen que même si Poutine voulait envahir la Pologne, même s'il voulait envahir l'Allemagne, il n'y a aucun moyen qu'il puisse le faire. Et je pense que nos dirigeants le savent. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cet engagement monomaniaque envers le parapluie atlantiste? Eh bien, si vous êtes un fabricant allemand de produits chimiques, et d'acier ou d'aluminium, votre viabilité dépend des États-Unis parce que vous réalisez, et Trump a raison sur ce point, un important excédent commercial avec les États-Unis. Essentiellement, le déficit commercial américain agit comme un aspirateur qui attire vers les États-Unis vos exportations nettes. Vous êtes payé avec des reconnaissances de dette appelées dollars parce que les États-Unis sont un pays déficitaire. Tout autre pays avec les déficits américains serait en faillite. Mais les États-Unis profitent du privilège exorbitant du dollar comme monnaie de réserve internationale. Donc ils peuvent en émettre autant qu'ils veulent pour maintenir presque indéfiniment ce déficit commercial. Cependant,
Ce déficit commercial profite au capitaliste allemand, lui permettant de maintenir son activité. Donc par exemple, si vous vous souvenez, il y a quelques années, Nord Stream, ce grand gazoduc sous-marin qui amenait du gaz russe bon marché en Allemagne pour alimenter l'industrie allemande, a été détruit. Maintenant, nous savons que ce sont les États-Unis et l'Ukraine qui étaient derrière, c'est bien ça? Avec l'aide de la Hollande, ce qui a été plus ou moins admis. D'accord? Maintenant, vous êtes l'industriel allemand. Ils viennent de faire sauter votre approvisionnement en gaz bon marché. Ils vous vendent maintenant du gaz naturel liquéfié texan, 10 fois plus cher, qui met un temps fou à arriver. D'énormes sommes doivent être dépensées pour la construction de terminaux. Alors que vous aviez ce pipeline qui vous apportait du gaz sale de Poutine, n'est-ce pas? Ils font exploser ça et vous ne dites rien, pas un mot, aucune critique. Pourquoi? Vous comptez sur le déficit commercial américain pour continuer à écouler vos produits. C'est la raison de la vassalisation de l'Europe envers les États-Unis. Donald Trump veut éliminer le déficit commercial des États-Unis. Et quand vous êtes assis dans la salle de réunion des grandes entreprises allemandes et que vous entendez que Donald Trump veut éliminer le déficit commercial des États-Unis, vous vous dites « Oh mon Dieu ». Laissez-le échouer, s'il vous plaît. L'Union européenne va-t-elle devoir se rapprocher de la Chine pour survivre à ces nouvelles sanctions et tarifs de Donald Trump? Allons-y. Prenons du recul par rapport à Donald Trump. Sous Biden, une directive est venue de Washington à Bruxelles. Arrêter de commercer avec les Chinois, imposer des droits de douane sur les véhicules électriques venant de Chine. Ce n'est pas que l'idée d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois venait des Européens. Ils n'ont pas été imposés pour sauver l'industrie automobile allemande de la concurrence chinoise. En effet, ce sont Mercedes-Benz, Volkswagen, vous savez, Stellantis, qui sont contre les droits de douane que l'Europe a imposés sur les importations de voitures chinoises parce qu'ils font beaucoup d'affaires, surtout Mercedes, BMW et Volkswagen. Ils font beaucoup d'affaires en Chine. La dernière chose qu'ils veulent, c'est que les Chinois répliquent, qu'ils ripostent. Donc, vous avez une Europe qui est effectivement une vassale des États-Unis sous Biden. Mais, dans le contexte de la subjugation de l'Union européenne à l'OTAN et à l'idée de l'alliance transatlantique avec les États-Unis, les dirigeants européens, parce que vous savez, ils ont fait la grimace et ils ont imposé des sanctions sur les importations chinoises. Ils ont commencé à faire pression sur leurs entreprises pour qu'elles investissent moins en Chine, dans le contexte du plan américain de découplage avec la Chine, dans le cadre de la nouvelle guerre froide menée par les États-Unis contre la Chine, et cela va à l'encontre des intérêts de l'Europe. Donc, l'Europe agissait contre ses propres intérêts en se découplant de la Chine, simplement pour être, en quelque sorte, les bons élèves de l'Amérique. Donald Trump arrive et menace de traiter les Européens comme des ennemis. Leur réaction est incertaine. De toute évidence, l'intérêt de l'Europe serait de se tourner vers les Américains et de dire « D'accord, si nous sommes vos ennemis et que vous allez nous traiter comme... » Oubliez, vous savez, nous annulons tous ces tarifs que nous avons imposés aux Chinois, et toutes ces restrictions sur les investissements en capital des entreprises européennes en Chine que nous avons imposées simplement parce que vous nous l'avez demandé. Donc, il y a un nouveau shérif en ville, très bien. Il y a aussi de nouvelles règles en Europe. Mais cela demandera un soupçon de, de courage de la part des Européens, ce dont ils n'ont montré aucune preuve jusqu'à présent. Voyons. Il est tout à fait possible qu'ils se rétractent simplement, baissent la tête devant Trump et disent « Tout ce que vous dites, notre glorieux maître ». Si c'est le cas, alors la dynamique de stagnation déjà existante en Europe ne fera qu'empirer. Ajoutons la Chine à la discussion ici parce que, vous savez, la plus grande histoire, je pense, en 2025 jusqu'à présent, a certainement été cette invention où, vous savez, la percée de DeepSeek. Je pense que l'intelligence artificielle DeepSeek a vraiment émergé. C'est évidemment open source, elle a été développée pour 90% de moins. J'aimerais vous demander, à quel point pensez-vous que ce DeepSeek open source et les percées chinoises menacent ces monopoles technologiques et les oligarques aux États-Unis, ou les capitalistes du cloud, comme vous aimez les appeler? Eh bien, permettez-moi d'abord de préciser que cela a été un peu un moment Spoutnik pour le secteur des grandes technologies aux États-Unis. Parce que, tout comme dans les années 1950, lorsque les Américains étaient complètement et absolument convaincus d'avoir des décennies d'avance sur l'Union soviétique, soudainement, l'Union soviétique se retrouve dans l'espace avant eux. Il y a donc cette similitude. Bien sûr, ce moment Spoutnik a poussé les États-Unis à investir massivement dans l'ère spatiale.
En fin de compte, ils ont non seulement rattrapé leur retard, mais ont aussi dépassé l'Union des républiques socialistes soviétiques. Je doute que cela se reproduise avec les géants de la tech actuelle. Permettez-moi d'en venir à l'essentiel, qui est, je pense, le cœur de votre question. Google, Meta et Amazon n'ont rien à redouter. OpenAI est anéanti. La raison en est qu'OpenAI a un modèle économique qui est en réalité un modèle capitaliste très traditionnel. Ils vendent un service, un produit, une marchandise sur un marché. Donc, vous savez, ils vous demandent de payer 200 $ par mois pour la version de haute qualité de ChatGPT. Vous achetez cela comme vous le feriez pour un abonnement à une chaîne câblée. L'achat d'essence pour votre voiture est une transaction capitaliste typique. DeepSeek propose maintenant un produit équivalent, ou même supérieur. J'ai récemment examiné et comparé les deux offres. D'après mon expérience, DeepSeek est plus impressionnant et gratuit comparé à ChatGPT. Donc essentiellement, c'est ça. Le marché de GPT a disparu. Mais vous avez mentionné mon concept de ce que je considérais comme une mutation du capital. Une nouvelle forme de capital que j'appelle le capital nuage. C'est l'algorithme d'Amazon, mais aussi d'Uber, d'Airbnb, de Google, etc. Prenons Amazon comme exemple. L'intelligence artificielle va grandement améliorer et rendre plus efficace ce processus. Mais même avant l'intelligence artificielle avec Alexa, une interface abordable pour connecter vos appareils électroménagers et Amazon.com, vous pouviez déjà profiter de ces fonctionnalités. C'est un produit Amazon qui se présente comme votre esclave via une interface. Vous lui dites, vous savez, Alexa, éteins les lumières, commande-moi du lait et du miel au supermarché, achète-moi un livre, mets-moi de la musique. On pourrait croire que c'est votre esclave, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Il vous entraîne à le former pour vous connaître, vous donner de bons conseils et capter votre attention grâce à ceci. Les recommandations d'Amazon pour les livres sont généralement pertinentes et me plaisent. Il ne m'a jamais recommandé un livre que je n'ai pas aimé. Une fois qu'il vous connaît, il capte votre attention et gagne votre confiance. Ensuite, son pouvoir est énorme. Il vous entend parler à votre entourage, capte des sujets comme un vélo électrique, puis vous le suggère. Ces précédentes suggestions étant bonnes, la probabilité d'achat est alors bien plus élevée. Et cela donne à Jeff Bezos, qui possède Alexa, qui possède Amazon.com, l'occasion de faire deux choses magnifiques. Magnifiques dans le sens où ce sont des choses historiquement pionnières, qui n'avaient jamais eu lieu auparavant. Premièrement, cela leur permet de vous vendre l'objet du désir qu'ils ont implanté dans votre âme, en dehors de tout marché. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin, Amazon vous l'envoie. De plus, Bezos conserve 40% du prix, ce qui est une rente puisqu'il n'a pas produit l'objet lui-même. C'est une rente très similaire à la rente foncière que les seigneurs féodaux prélevaient autrefois sur les paysans, les forgerons, les artisans qui vivaient et travaillaient sur leur fief. Amazon doit être vu non comme un marché, mais comme un fief. Ce capital numérique qui crée Amazon confère à son propriétaire, Bezos, une capacité remarquable à extraire des rentes de vous, de moi, des clients et des producteurs de vélos électriques. Il n'y a plus de capitalisme. Ce n'est plus un marché. C'est un fief numérique. Ce n'est pas le profit qui accumule la richesse, mais la rente. C'est le féodalisme. C'est pourquoi je parle de techno-féodalisme. Et ce type de modèle économique, ce système techno-féodal, est renforcé par l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas à s'inquiéter des Chinois car ces derniers ont leur propre système techno-féodal, avec Alibaba comme équivalent d'Amazon. Et ils ont la même capacité d'enfermer leur propre population à l'intérieur des murs numériques de leur cloud. Oui, nous avons clairement vu la montée en puissance de la Chine dans ce domaine. Pensez-vous qu'il y ait une différence entre les capitalistes du cloud en Chine et en Amérique, ou sont-ils plus ou moins similaires? Eh bien, individuellement, ils sont plus ou moins la même chose. Ce ne sont ni de bonnes personnes, ni de mauvaises personnes. C'est un pouvoir énorme. Si vous donnez un pouvoir exorbitant à des gens ordinaires, vous obtenez à la fin des gens très anormaux. Donc il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de différence là. Mais il y a une différence fondamentale dans le système politique. Parce que lorsque l'Amazon chinois, Alibaba, a atteint le niveau d'extraction de rente qui était préjudiciable aux intérêts du reste de l'économie sociale chinoise, de la même manière que cela se passe en Amérique et en Europe avec Amazon, Uber, et ainsi de suite. Vous savez, les Magnificent Seven, qui extraient vraiment tellement de rente de tout le monde. C'est pathétique. En Chine, le Parti communiste chinois a attrapé le Jeff Bezos de Chine par la peau du cou et a dit « Jack Ma, c'est son nom, tu es allé trop loin. » Non, non, non,
Nous allons te donner l'occasion de profiter d'énormes richesses, mais pas à ce point. » Alors ils l'ont mis sur la touche pendant 8 mois. Et quand il est revenu, il avait les ailes coupées. Et la rente qu'Ali Baba extrait du reste de la société a été complètement limitée. Oui, absolument. Eh bien, je pense que nous voyons un modèle différent, c'est certain. Évidemment, les États-Unis sont très axés sur le profit. Et la Chine s'oriente vraiment davantage vers, vous savez, l'aspect socialiste, tout en adoptant certainement des formes capitalistes. Mais il y a certainement cet objectif du Parti communiste chinois de, vous savez, faire en sorte qu'une marée montante soulève tous les bateaux. Ils veulent vraiment voir l'ensemble de la société s'améliorer, du moins c'est l'objectif affiché pour eux. Cette transition nous amène à ma prochaine question. Nous avons vu la Chine s'élever en enrichissant sa société et en sortant 800 millions de personnes de la pauvreté. Et ils ont certainement accompli cela en dehors de la forme occidentale de démocratie dont on entend toujours parler. Et, vous savez, la Chine se décrit comme une dictature du prolétariat. La démocratie, enracinée dans les conditions grecques, est un point central de votre travail. Comment expliquez-vous le succès chinois en utilisant ce système différent en dehors de notre conception occidentale de la démocratie? Pourrais-tu élaborer sur le système chinois, son développement et son rôle mondial? J'aimerais connaître ton point de vue sur ces sujets. Cyrus, tu me permettras de ne pas résister à la tentation de dire quelques mots sur la démocratie. Nous avons tous tendance, surtout nous les Grecs qui en sommes flattés, à nous enthousiasmer pour la continuité entre la démocratie athénienne antique et nos démocraties actuelles. La continuité n'existe pas. C'est un mythe total. La démocratie athénienne antique était très imparfaite car les femmes et les métèques, migrants, ne pouvaient pas voter. Je pense que Trump aurait apprécié cela. Une petite partie des citoyens étaient des hommes, majoritairement pauvres, ce qui est intéressant. En ce sens, c'était démocratique, pas aristocratique, car les pauvres étaient majoritaires et pouvaient réellement le faire pendant 30 ou 40 ans. Si c'est la durée que cela a eu, ça n'a pas duré bien plus. Ils ont eu l'occasion de faire passer des lois et de prendre des décisions qui agaçaient les aristocrates, les riches, les oligarques. Donc c'était une véritable expérience démocratique. Nos démocraties, bien que le parti républicain affirme avec raison que c'est une république et non une démocratie, ont duré 30 ou 40 ans. Nos démocraties ne remontent pas à Athènes mais à la Magna Carta. Et qu'était la Magna Carta? Cela n'avait rien à voir avec la démocratie. C'était un pacte entre le roi et les barons. Et les barons en avaient assez du roi. Les pillants. Alors ils ont mené une petite guerre contre le roi et, à la fin, le roi a accepté la Magna Carta. Un accord qui disait quoi? Que les barons avaient le droit de garder leurs esclaves, leurs paysans, de faire ce qu'ils voulaient avec eux. Et que le roi ne pourrait plus voler la valeur produite par les paysans aux barons. En d'autres termes, c'était une oligarchie. Aujourd'hui, en Occident, dans chaque pays occidental, sous l'égide de constitutions magnifiquement rédigées, comme la vôtre qui est une œuvre de poésie. Il n'y a aucun doute là-dessus. En réalité, ce que nous avons, c'est une oligarchie avec des élections périodiques, ce qui n'est pas la même chose qu'une démocratie. Comme le disait un ami quand j'étais très jeune, si la démocratie menaçait un jour de changer les choses, elle serait interdite. Nous l'avons vécu en 2015 lors du référendum de juillet. Le peuple a voté d'une certaine manière, mais le système s'est assuré que, la même nuit, sa décision soit annulée et qu'il soit renversé. De même, aux États-Unis, si vous lisez les Federalist Papers, vous découvrez que le véritable objectif de la Constitution américaine est de tenir la populace à l'écart, de s'assurer que la démocratie représentative empêche le démos de prendre des décisions. Donc, ce n'est pas si différent de la vision du Parti communiste chinois. En tant que démocrate, je ne favorise pas le Parti communiste chinois par rapport à notre système occidental. Nous, en Occident, avons une vision exagérée de la nature démocratique de notre système. Ce n'est pas le cas. Ce n'était pas un hasard. C'était voulu. C'était simplement beaucoup plus astucieux que le système soviétique ou chinois, parce qu'il donne l'apparence de l'être. Mais en Chine, il y a une expérience très intéressante en cours. Si vous allez dans les municipalités, récemment, j'étais à Shanghai, et je suis entré dans la municipalité de Shanghai, qui est immense, et il y a au rez-de-chaussée de nombreuses salles d'assemblée différentes, où se tiennent des débats animés, car chaque salle représente l'assemblée citoyenne d'un quartier, et ils discutent des lois de leur quartier. Là-bas, il faut les voir, la façon dont ils débattaient, ils se criaient dessus. Il y avait une démocratie très dynamique qui se déroulait au niveau de la municipalité.
De même, au niveau de la préfecture, il y a des élections où le fils préféré du parti, généralement un fils, parfois une fille, est évincé et mis dehors. Donc, il y a une démocratie très intéressante qui se passe à la base. Il n'y a pas de démocratie au niveau national. C'est ce que dit Xi Jinping. Mais même à ce niveau, Choueminante, au sein du comité central du Parti communiste, qui est un organe très large, un peu comme un congrès, il y a des intérêts qui s'affrontent. Vous avez des membres du comité central qui représentent les ouvriers, d'autres membres qui représentent les agriculteurs, et vous avez des représentants du grand capital, des capitalistes, vous savez, des producteurs d'aluminium, de voitures ou de véhicules électriques. Les grandes entreprises technologiques sont représentées au sein du comité central du Parti communiste, où une lutte des classes importantes se déroule. Mais ce qu'ils ont, ce qui est absolument extraordinairement utile en termes d'énergie de développement pour la Chine, c'est qu'ils ont la capacité de combiner la propriété privée des moyens de production. Ce qui n'est pas socialiste, c'est totalement capitaliste, mais avec des investissements dirigés par l'État, ce que l'Occident ne sait pas faire. En Occident, une grande partie de l'argent n'est pas investie dans la capacité de production. Donc, aux États-Unis, vous avez la plus grande accumulation d'argent de toute l'histoire de l'univers. C'est vrai, mais il n'est toujours pas possible de construire un train à grande vitesse entre Washington et Boston. Vous ne pouvez pas investir dans les choses même dans les choses pour lesquelles le Congrès a déjà prévu des fonds. Par exemple, des choses que j'aimerais qu'on ne construise jamais, comme les sous-marins nucléaires. C'est ça. Mais le Congrès veut et finance des sous-marins nucléaires que vous ne pouvez pas construire. La base industrielle du pays s'est atrophiée à cause de l'échec du système de marché, qui est un système très oligopolistique, complètement dominé par des capitalistes rentiers, qui ne sont pas intéressés par la production. Ils sont simplement intéressés à gagner de l'argent rapidement, en manipulant des bouts de papier, comme les produits dérivés, et ainsi de suite. Ils ne transforment pas l'argent existant en capacité productive. Merci d'avoir expliqué les différents niveaux du gouvernement chinois, car je pense que c'est ce que beaucoup de gens en Occident ne comprennent pas vraiment. On pense simplement qu'il s'agit d'un seul homme qui dirige et que tout dépend de la volonté de Xi Jinping. Mais en réalité, quand on descend au niveau municipal et local, je pense que c'est là que beaucoup de mouvements démocratiques ont réellement lieu. Le peuple est bien représenté et sa voix est entendue. Ayant vécu en Chine pendant plus de 10 ans, je pense qu'il est important de comprendre qu'il existe une grande autonomie au niveau local dans ce pays. Professeur, j'ai encore une question que j'aimerais vous poser et je voudrais parler un peu de ce que nous observons dans le monde entier. Je veux discuter des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, de la dédollarisation, de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est intéressant avec Trump parce qu'il a effectivement déclaré que l'alliance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud est morte, n'est-ce pas? Nous allons imposer des tarifs douaniers de 100% si quelqu'un s'éloigne du dollar américain. Que pensez-vous de l'alliance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et de la dédollarisation? Comment voyez-vous ces tendances évoluer d'ici 2025? Les Chinois, la véritable puissance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, créent actuellement une infrastructure. L'infrastructure pour un nouveau système monétaire qui remplace le monopole du dollar. Ils ne vont pas être arrêtés par les menaces de tarifs de Trump. Le plus grand allié de l'hégémonie du dollar américain en ce moment, c'est Pékin, parce que Pékin n'a pas décidé d'appuyer sur le bouton. BRICS-Pay, basé sur la technologie blockchain, est technologiquement magnifique et très intéressant. C'est une alternative à SWIFT, une façon d'effectuer des paiements entre eux. Ce n'est cependant pas une monnaie alternative. Et ce n'est pas parce que les Chinois n'ont pas décidé de s'y lancer. Car les Chinois ont au moins 4 500 milliards, soit 4 billions et demi de dollars américains en épargne. Si votre argent était sur un compte bancaire suisse, vous ne voudriez pas saper le système bancaire suisse. Ce serait insensé. Ils n'ont donc pas décidé de le faire. Comme je l'ai dit auparavant, si vous êtes un producteur d'aluminium à Shenzhen et que vous vendez en Californie, pourquoi voudriez-vous saper l'hégémonie du dollar? Vous vivez grâce au dollar. Mais si les États-Unis continuent de poursuivre cette nouvelle guerre froide contre la Chine, surtout de la façon dont Biden l'a accélérée avec le Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act, en disant en gros aux Chinois qu'ils ne deviendront pas une société technologiquement avancée, ce qui, bien sûr, n'a pas fonctionné, parce qu'ils ont tellement de bons ingénieurs qu'ils conçoivent leurs propres microprocesseurs. Et puis ça, à un moment donné, ils seront absolument déterminés, ils le sont déjà, à avoir un système monétaire prêt à l'action. Ils doivent l'avoir, vous savez, à portée de main, à portée de bouton, pour pouvoir l'activer quand ils décideront que ça suffit.
Mais ils n'ont pas encore décidé de le faire. Ils vont préparer le système, mais ils ne l'activeront pas tant qu'ils n'auront pas abandonné l'idée d'un accord convenable avec Trump et avec l'Occident. Alors, monsieur Trump, arrêtez de vous affoler et de menacer les Chinois. Ce sont vos meilleurs amis en ce moment. Et si vous les poussez trop, alors... Le dollar est en mauvais état. Merci pour votre avis. Une dernière question, professeur. Alors que nous regardons vers l'avenir, pour 2025 dans ce contexte géopolitique, quel est le message principal que vous souhaitez transmettre au monde? Je veux dire, que vous voulez vraiment que les gens comprennent. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sur l'état et la situation du monde. Quel est votre message clé que vous souhaitez vraiment transmettre pour que les gens puissent mieux comprendre la géopolitique actuelle? Cyrus, si nous étions en 1938 le lendemain de la nuit de cristal, le pogrom contre les Juifs en Allemagne, notre seul devoir serait de protéger le peuple juif des pogroms nazis. Aujourd'hui, nous avons tous un seul devoir, mettre fin au génocide des Palestiniens. Parce que ce qui a commencé à Gaza ne s'arrête pas à Gaza. Cette brutalité pure et la manière dont les puissances en place, les puissances occidentales en place, assassinent effectivement le droit international, le bafouent complètement, le mettent de côté. Laisser cela se produire stigmatisera notre génération. C'est mon message très simple. Ce message est brillant et je suis totalement d'accord. En tant qu'Américain, c'est très difficile pour moi de regarder cela. Il y a un contraste frappant. Nous voulons qualifier Poutine de criminel de guerre et le juger, mais Netanyahou est reçu comme un roi aux États-Unis. Cela montre le fonctionnement de notre gouvernement. Et même Donald Trump lui tire la chaise et s'assure qu'il soit à l'aise. C'est incroyable le niveau de corruption avec l'American Israel Public Affairs Committee et leur contrôle du Congrès. J'adore ce message. C'est la conclusion parfaite pour notre échange. Où pouvons-nous trouver votre travail? Quel est le meilleur moyen pour que nous puissions entrer en contact? Je tiens à ce que nos fans continuent de suivre votre travail. Merci pour ce que vous faites en diffusant la paix et un excellent message. J'apprécie tout ce que vous faites. Vous pouvez me trouver sur X à Yanis. Varoufakis ou sur Internet? Yanis Varoufakis. Parfait. Les liens seront dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à commenter ici. Professeur Yanis Varoufakis, merci pour votre temps. Nous avons hâte d'approfondir ces sujets avec vous prochainement. Merci beaucoup. Très bien, merci monsieur. Merci à tous comme toujours pour votre incroyable soutien. Je suis reconnaissant d'inviter des invités comme Yanis Varoufakis pour nous aider à comprendre la dynamique changeante en Europe. Maintenant, il s'agit de naviguer dans les négociations complexes autour du conflit en Ukraine et de sa relation avec les États-Unis et la Chine. Si vous avez apprécié la discussion d'aujourd'hui et que vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, assurez-vous de vous abonner à ma newsletter sur la géopolitique pour rester informé des derniers développements dans le monde. Je mettrai le lien ci-dessous. Enfin, pour savoir comment la fermeture du gouvernement de Trump aux États-Unis transfère le pouvoir à la Chine, cliquez ici pour notre prochaine vidéo. Merci à tous pour votre soutien continu et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.